Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans une nouvelle causerie de la collection Sciences et Société de la série Ville intelligente. Et aujourd'hui, je vous propose d'aborder le sujet de l'intelligence ambiante et en pointant une problématique de plus en plus importante dans notre société qui concerne l'assistance aux personnes en perte de mobilité ou en perte d'autonomie. Donc pour cela, j'ai invité le professeur Hélène Pigot, qui nous vient de loin, puisqu'elle nous vient du Canada, donc l'université de Sherbrooke, située à peu près à 200 km de Montréal. Et Hélène, je vais vous laisser vous présenter et nous illustrer comment vous êtes arrivée à vous intéresser à cette problématique. Oui, bonjour et merci beaucoup de m'inviter à cette causerie. Donc en fait, effectivement, je suis professeur à l'université de Sherbrooke, où j'ai fondé avec mon collègue Sylvain Giroux le laboratoire Domus. D'où vient toute cette idée? C'est qu'en fait, j'ai déjà passé mon doctorat à l'université de Paris 6, donc bien sûr à Paris, en intelligence artificielle, à l'époque reconnaissance de la parole. Et puis, j'ai été tout de suite engagée à l'université de Sherbrooke. Ce faisant, je voulais vraiment que l'informatique aide les personnes. Et donc, j'ai repris des études en ergothérapie. L'ergothérapie, c'est la science du quotidien, en réadaptation. Et donc, quand j'ai été professeur en ergothérapie à l'Université de Montréal, je me suis rendu compte que les personnes Alzheimer, par exemple, avaient énormément de mal à se diriger dans la ville, chez elles, etc. Et c'est à l'époque, en plus, où l'informatique commençait à sortir des ordinateurs, comme on dit, commençait à être dans les thermostats ambiants, etc. Et je me suis dit qu'effectivement, c'était le moment de trouver des moyens pour aider les personnes chez elles avec l'ambiance de la maison. Ce faisant, je ne veux pas passer sous silence que je suis passé 1 an à l'Université de La Réunion à enseigner les mathématiques dans les années 90. Ça a toujours été un plaisir et c'est pourquoi je suis toujours contente de revenir à l'île de La Réunion. Bon, c'est un plaisir aussi de vous accueillir. Et on va commencer à rentrer un peu dans le sujet. J'aurais aimé déjà qu'on aborde les problèmes sociétaux, c'est-à-dire quels sont les réels problèmes quelle ampleur ce problème a vis-à-vis de notre société et d'avoir un peu un échange sur ce point de vue. Oui, alors on se rend compte, comme vous le disiez dans votre introduction, que c'est un problème de plus en plus pressant dans la société. On se rend compte que les gens, les personnes âgées plus particulièrement, souhaitent rester chez elles pour la plupart. On était à 90% et puis avec la crise de la Covid, où en fait, on a vu que les résidences pour personnes âgées devenaient quelque part un petit peu des prisons. Les personnes âgées ont de plus en plus peur de partir en résidence et veulent rester chez elles le plus longtemps possible. On sait aussi que quand en fait on les déménage, quand elles vont être passées dans une résidence et surtout si elles ont des troubles cognitifs, le déclin est encore plus rapide. Donc en fait, il y a vraiment une volonté de rester chez soi. On s'aperçoit aussi bien sûr qu'il y a un vieillissement de la population, donc une inversion de la pyramide des âges. Je ne vais pas vous donner énormément de chiffres, je pense que tout le monde est bien au courant de ça, mais le vieillissement de la population, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par exemple, pour nous au Québec, on sait que dans les années 2060, on aura 4 fois plus de personnes de plus de 85 ans. Donc à partir de 85 ans, on sait que la dépendance peut devenir assez importante. Aussi à cause de cette inversion de la pyramide des âges, on s'aperçoit qu'on a une pénurie de travailleurs, donc en particulier une pénurie dans le milieu hospitalier. Et cette pénurie de travailleurs, on pourrait l'illustrer par exemple pour se dire que encore au Québec, les chiffres que je vais vous extraire sont des chiffres qui nous indiquent que les travailleurs en 2060 vont avoir un tiers de plus de personnes dépendantes à s'occuper. Quand on parle des personnes dépendantes, on parle des enfants, mais aussi des personnes âgées ou des personnes malades, handicapées. Et donc, en fait, on voit qu'il y a une pénurie de travailleurs.
Finalement, il faut bien se rendre compte qu'institutionnaliser des gens, donc les mettre dans des hôpitaux, dans des EHPAD, ça coûte cher à la société. Donc au Québec, encore, je reviens, c'est à 120 000 $, donc c'est à peu près 100 000 € pour vous. Je ne sais pas les chiffres exacts ici, mais on voit que annuellement, 100 000 €, ça coûte cher par personne à la société. Et en plus, il y a une délocalisation. Donc en fait, en général, c'est les grands centres qui vont avoir des EHPAD. Et donc en fait, on s'aperçoit qu'on déserte ainsi les petits centres, on a moins de services, donc on remodifie la société. Donc nous, on veut absolument proposer des solutions alternatives. Et quand je dis solutions alternatives, j'insiste un peu sur ça, parce qu'en fait, ce que je veux dire, c'est que notre solution, elle n'est pas miraculeuse, elle conviendra pas à tout le monde. Il y a certaines personnes âgées qui nous disent, moi je suis plus rassurée d'être en résidence. Parfait. Il y en a d'autres qui nous disent, je préfère être à domicile. On va leur proposer des solutions. Merci Hélène. Donc le problématique que vous nous dressez, qui s'intéresse principalement au Canada au travers de vos chiffres, effectivement c'est une problématique mondiale aujourd'hui, qu'en Europe, en France et à La Réunion aussi, on vit aussi ces mêmes problématiques effectivement. Et j'aurais aimé qu'on précise un peu pour la personne comment ces éléments apparaissent et comment vous le traitez plutôt au niveau de la personne et en enlevant un peu le côté général. Ok, donc c'est une bonne question. Je pense que le laboratoire Domus travaille beaucoup sur avec les personnes âgées, enfin, ou pour proposer le maintien à domicile des personnes âgées, mais aussi des personnes qui ont des troubles cognitifs, qu'on pense aux personnes avec traumatisme crânien, qui ont reçu un traumatisme, ou qu'on pense aux personnes ayant des maladies dégénératives telles que l'Alzheimer. Donc en fait, quand on parle de troubles cognitifs, en général, on pense à la mémoire. On dit ma grand-mère, elle répète toujours la même chose parce qu'elle se rappelle pas de ce que je lui ai dit, etc. Donc en fait, déjà la mémoire, il faut comprendre qu'elle est plurielle. Elle n'est pas juste une mémoire. Et donc nous, on va souvent regarder la mémoire court terme. Donc la mémoire court terme, c'est celle des événements de hier, aujourd'hui, se rappeler de ce que je viens de vous dire. La mémoire long terme, elle va nous permettre de se rappeler à quoi sert un verre d'eau, etc. Donc c'est ce qu'on appelle souvent les mémoires déclaratives. Et en fait, il y a aussi une mémoire procédurale. Ça me permet d'insister sur le fait que quand on parle des troubles cognitifs, on ne parle pas uniquement des déficits, mais on veut savoir qu'est-ce que la personne elle a gardé comme capacité. Et souvent, la mémoire procédurale est une capacité qui est bien conservée. Donc, on a par exemple des personnes Alzheimer qui autrefois étaient pianistes et vont plus être capables de se faire un café, mais sont toujours capables de jouer une sonnette de Chopin. Donc ça, c'est des choses qui sont très étonnantes. Mais donc, quand on va travailler pour les aider dans leur quotidien, on va beaucoup travailler sur la mémoire procédurale pour qu'elles encodent en fait par les gestes ce qu'elles ont à faire. Donc on a ces problématiques de mémoire, mais en fait ce qu'on voit aussi, c'est que tout ce qui est frontal chez nous, les êtres humains, ça vient les fonctions exécutives, ça va être beaucoup impacté. Et donc en fait régulièrement dans la journée, vous êtes toujours en train de formuler un but. Par exemple, vous allez inviter des gens ce soir. Donc vous allez formuler le but de ce soir, je veux inviter 4 personnes. Bon, vous allez planifier. Qu'est-ce que je vais faire pour inviter ces 4 personnes? Donc, vous allez planifier quelle commission vous allez chercher. Alors, par exemple, une personne, j'ai le cas en tête d'une personne avec traumatisme crânien qui, en fait, quand c'était le moment de planifier les commissions, était incapable de le faire parce qu'en fait, elle se promenait dans la maison et dès qu'elle voyait quelque chose, elle se disait « Ah, je pourrais acheter un paquet de spaghettis. Ah, mais je pourrais acheter du shampoing, etc. » Et sa maison était finalement, mais vraiment un bazar sur la table où en fait elle était plus capable de se retrouver. Donc au niveau de la planification, il y avait vraiment un problème. Au niveau de l'exécution, effectivement, une fois qu'on a planifié, on va exécuter ce repas dont on a parlé. Et donc là, on va se retrouver à faire des tâches parallèles, des tâches complexes, etc. Donc en particulier, si vous avez décidé un repas, je suppose que vous n'allez pas juste faire une salade. Donc en fait, vous allez vouloir, par exemple, je sais pas moi, faire un curry aux riz. Donc faire cuire le riz, en même temps préparer le curry, etc. Donc là, vous voyez qu'ils avaient plein de choses à faire en parallèle. Et donc ça, c'est compliqué à faire. Et ensuite, vous allez évaluer. Est-ce que votre curry,
vous allez pouvoir le servir à vos invités? Ou est-ce que vous préférez finalement faire vite une commande de pizza parce que là, sinon, ils ne reviendront pas, vos invités? Et j'ai un très bel exemple d'un monsieur Alzheimer qui est venu au laboratoire, qui en fait voulait, enfin la tâche qu'on lui demandait, c'était de faire un gâteau au chocolat. Il a mis en fait le lait, il a mis le chocolat, mais tout ce qu'il a oublié, c'est de mettre la farine. Et donc, en fait, quand il a mis son gâteau dans le four, vous pouvez imaginer que c'était juste du lait au chocolat, ça ne l'a jamais gêné. Et donc, en fait, il a essayé de faire cuire ce gâteau. Donc, l'évaluation est toujours importante parce qu'en fait, on est continuellement en train d'évaluer. Donc, voilà, ça a des impacts, vous voyez que ça a des impacts énormes sur l'autonomie. Et donc, en fait, c'est sur ces capacités cognitives sur lesquelles on travaille. Merci Hélène. Donc on a maintenant une bonne vision de votre méthode de travail qui s'intéresse à la cognition, à l'analyse des comportements de la personne, effectivement. J'aimerais faire le lien un peu avec notre sujet de série, qui est la ville intelligente. Et en fait, j'ai déjà introduit quelque part la notion d'intelligence ambiante et j'aimerais bien voir comment chez vous cette intelligence ambiante, elle apparaît et comment elle s'inscrit dans vos solutions ou dans votre démarche. Alors, effectivement, comme je disais, on va essayer d'avoir une maison qui va être autonome avec la personne. Donc, en fait, la personne, on sait qu'elle n'est pas autonome, mais que la maison va être autonome. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la maison, il faut qu'elle perçoive qu'est-ce qu'est en train de faire la maison, la personne. Est-ce qu'elle est en train de prendre sa douche? Est-ce qu'elle dort? Est-ce qu'elle est dans sa cuisine? Est-ce qu'elle a ouvert un robinet, etc. Ça, on va le faire grâce à des tas de capteurs. Donc, je vous ai présenté ici des capteurs de présence que les gens connaissent très bien, qu'on retrouve dans les systèmes d'alarme. Mais on a aussi des débitmètres qui nous disent est-ce que la personne a ouvert un robinet. Est-ce que l'eau coule, l'eau chaude, l'eau froide? On va avoir aussi des capteurs de pression. Donc ici, j'ai un tout petit capteur ici, mais en fait, celui-ci, on va le placer sous les lits, sous les sièges, pour savoir si la personne, elle est assise en train de regarder la télévision, par exemple. Et puis, on va avoir des capteurs électromagnétiques sur les portes qui vont finalement nous permettre de savoir quelle porte est ouverte, que ce soit la porte du frigidaire, la porte de l'extérieur, la porte des tasses ou de l'habillement. Une fois qu'on a perçu ce qui se passe dans la maison, on va analyser. On va analyser parce que vous avez ouvert le robinet de la cuisine. D'abord, on va savoir que c'est à la cuisine et pas dans la salle de bain. Mais qu'est-ce qui me dit que vous voulez vous servir à boire? Qu'est-ce qui me dit que vous voulez faire le ménage? Qu'est-ce qui me dit que vous voulez cuire votre riz? Donc, en fait, par rapport à ça, on va avoir des techniques, des algorithmes pour nous permettre de savoir qu'est-ce qui se passe dans la maison. Et en fonction de ce qui se passe, on va intervenir. Pour nous, il est important d'intervenir juste au besoin, juste quand il faut. On ne veut pas avoir une maison qui réveille tout le monde à 7 heures du matin. C'est l'heure, allons-y, etc. Non, on sait que c'est dimanche, on vous réveillera pas. Par contre, on sait que vous avez un rendez-vous chez le médecin dans 2 heures. Donc à ce moment-là, on va tranquillement mettre une sonnerie. Ou alors, on va pouvoir voir aussi, quand on fait la cuisine, il y a des situations à risque. Et donc, on va vous dire, oh, attention, là, votre situation, il va falloir faire attention à revérifier ce que vous êtes en train de faire. Donc, on a plusieurs moyens. On a le son. Avec le son, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut envoyer de la musique pour calmer les gens. On peut envoyer des messages personnalisés. On a la lumière. Donc, avec les lumières, on peut indiquer, par exemple, comme dans les avions. Vous savez, quand on nous dit attention, vous allez avoir un chemin lumineux si jamais il y a panique. Ça, on peut le faire aussi. Et puis, finalement, quand même, le bon vieux écran d'ordinateur bien conçu où la personne, elle sait et elle peut interagir. Donc voilà, qu'est-ce que c'est que, en fait, l'intelligence ambiante de la maison, avec des capteurs répartis dans la maison, des effecteurs, et puis nous qui réfléchissons à ce qu'il faut donner comme signaux. Donc là, on commence à comprendre effectivement qu'il y a toute une masse de données qui est produite, qui est captée et qui va rentrer dans une mécanique informatique. Donc, est-ce qu'on peut rentrer un petit peu dans ces outils? Quelle est la gamme d'outils sur lesquels vous fonctionnez?
Oui, alors écoutez, ce que je me propose, c'est de vous montrer dans cette boucle de percevoir, analyser, intervenir, en fait, comment finalement l'informatique est impliquée. Donc percevoir, vous avez bien compris, c'était avec tous les objets connectés là qu'on voit arriver de partout. Donc il va falloir travailler sur des objets connectés. On a en particulier, nous, beaucoup travaillé sur une cuisinière intelligente qui nous permet de savoir s'il y a des rondes allumées, si le four est allumé, etc. Si la porte du four est allumée, puis après, on va pouvoir réagir en fonction de ça. Ensuite, il y a tout. Quand on veut analyser, il y a toute la problématique de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, donc on pense souvent à reconnaissance par des apprentissages profonds. Il y en a, effectivement, pour reconnaître les activités qui sont faites. On va prendre beaucoup de données. Toutefois, c'est très difficile de prendre des données de capteurs parce que les capteurs, ils sont peu activés. Oui, l'apprentissage profond, c'est en gros l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup aujourd'hui avec les réseaux de neurones, en fait, toute une approche aujourd'hui très installée dans l'intelligence artificielle. Donc vous êtes démarqué un peu Oui, parce qu'en fait, comme je vous dis, il faut avoir énormément de données. Puis donc on peut faire de l'apprentissage profond, par exemple, sur la parole, puisqu'en fait il y a beaucoup de sons, ils enregistrent beaucoup de conversations téléphoniques, donc on a énormément de données, mais les données qu'on a dans les maisons, c'est très très faible. Donc en fait, on va faire plus de l'intelligence artificielle qu'on va dire descriptive, où en fait, on va essayer d'une façon plus symbolique d'expliquer qu'est-ce qu'il y a dans une maison, par exemple, que dans votre chambre à coucher, on s'attend qu'il y ait un lit sur lequel vous allez pouvoir dormir la nuit, etc. Donc ça, c'est de la description, et donc en particulier, pour ceux qui sont un petit peu plus à l'aise, c'est l'ontologie, les ontologies descriptives qui nous permettent d'expliquer le monde à un ordinateur pour qu'il puisse ensuite raisonner. Ensuite, on va vouloir intervenir. Donc, en fait, on est beaucoup dans ce qui est robotique. Alors, donc ça, c'est une partie que moi, sur laquelle je regarde peu, mais il y a pas mal de travail qui se font en robotique pour que, en fait, par exemple, les robots puissent apporter des objets à une personne qui a des problèmes de mobilité, par exemple. Et puis, ce sur quoi nous travaillons beaucoup, c'est ce qu'on appelle IHM, interface humain-machine, pour, en fait, avoir des interventions qui sont le plus naturelles possible. Donc, je vous ai parlé des objets, des effecteurs, mais sur les écrans aussi, on va faire attention que on mette très très peu d'informations. Il faut savoir que ces personnes-là sont des personnes qui sont complètement submergées dès qu'il y a trop d'informations. Donc, il faut justement offrir l'information juste au bon moment. Donc, on va faire beaucoup de travaux sur les interfaces homme-machine, en particulier aussi donc sur ce qu'on appelle l'utilisabilité. Est-ce que les gens sont capables d'utiliser les produits qu'on propose? Et puis, d'évaluer. Donc, on va beaucoup évaluer dans le domicile des personnes pour savoir si vraiment ça fonctionne. Enfin, je voudrais terminer, mais c'est pas une liste exhaustive, mais je voudrais terminer sur le fait que les réseaux, puis la sécurité, elle est dans tout ce qu'on fait. Réseau, vous avez compris, on parle d'objets connectés, on parle aussi de pouvoir analyser, donc de renvoyer dans des réseaux sur des serveurs, nos travaux. Mais on parle de sécurité parce que ce sont des données très très sensibles. Et donc en particulier, je veux quand même insister parce que les gens chez eux vont se dire moi je vais le faire moi-même, la domotique, tout le monde veut en faire. Il s'avère qu'il y a beaucoup de gens qui le font, mais sans sécuriser ce qui se passe. Donc imaginez le genre de problème qu'on peut avoir, c'est quelqu'un qui passe dans la rue, qui voit que vous avez un système de domotique, qui a envie de s'amuser avec ça, et puis finalement qui commence à complètement dérégler votre maison. Donc au niveau de la sécurité réseau, c'est vraiment important. Et puis au niveau de la sécurité, quelle information va être donnée à qui selon les rôles des gens dans la maison intelligente. Merci Hélène. Donc, est-ce que finalement il suffit d'introduire beaucoup de technologies dans une maison pour que on arrive à assister des personnes, ou est-ce que ça suffit? Quel est l'écosystème quelque part qui va bien? Alors effectivement, depuis qu'on travaille sur la technologie qu'on veut apporter à la personne,
On l'a toujours fait en interdisciplinarité avec des ergothérapeutes des gens du monde médical, parce qu'ils sont capables de nous expliquer qui sont les personnes. Si on fait pas ça, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on risque. Le gros risque qu'on a, c'est d'offrir une technologie que dont les gens ne sauront pas se servir, et donc il faut vraiment qu'on réfléchisse aux besoins. Donc on va regarder, la première des choses, c'est que on va regarder la personne, quels sont ses besoins. On a parlé de capacité, de déficit, donc ça fait partie. Et donc si on lui offre une technologie, ça va être une technologie qui va être vraiment adaptée à ses besoins. Ça, c'est la première des choses. Donc, on va toujours avoir une évaluation de comment la personne s'en sert et puis comment, si elle évolue, elle peut toujours s'en servir. Donc, on parle aux technologies, par exemple, technologies portées, comme ce qu'on appelle le médaillon. Donc, c'est dans les risques de chute, quelqu'un qui va porter un médaillon tout le temps, puis quand elle est à terre et qu'elle n'arrive pas à se relever, à ce moment-là, elle appelle. Bon. Mais elle appelle qui? Et ça, c'est là où on se rend compte que la technologie juste à la personne, ça suffit pas. Il faut réfléchir au fait que la personne, elle est dans un écosystème, dans une organisation. Donc, qui est sa famille? Comment sa famille intervient? Est-ce qu'elle est dans une résidence? Donc, est-ce qu'il y a des cliniciens est-ce qu'il y a des préposés aux bénéficiaires qui viennent chez elle, etc. Donc ça, c'est toute une organisation qu'il va falloir réfléchir. Et donc, quand on propose cette technologie, en fait, il faut comprendre que les gens aussi doivent savoir comment utiliser cette technologie, comment l'introduire dans le quotidien de la personne. Je vais vous donner 2 exemples, je pense, qui montrent bien comment il est absolument indispensable de comprendre comment fonctionne l'organisation. Donc là, c'est un exemple où quand on a travaillé sur des agendas très spécifiques pour les personnes avec Alzheimer. Et donc, on a été capable de leur proposer un agenda de telle façon qu'elles étaient capables de prendre leur rendez-vous elles-mêmes. Premier cas, monsieur est avec madame, monsieur a l'Alzheimer, et madame veut vraiment qu'il se serve de l'agenda pour lui donner un peu de respiration, de répit. Et donc, en fait, on a montré à madame comment intégrer. Donc, à chaque fois que monsieur lui demande, par exemple, quel jour on est qu'on a mangé, au lieu de répondre oui ou non, ou quel jour on est, elle va répondre, est-ce que tu as un moyen de savoir? Et donc, au fur et à mesure, le monsieur, au lieu de poser des questions continuelles à sa femme, parce que quand il a demandé est-ce qu'on a mangé, c'était 3 fois par jour, ou 3 fois par repas, en fait, il sortait son agenda et il était capable de savoir. Et en plus, il avait une fierté énorme, ce monsieur, c'est qu'il était capable de dire à sa femme, non, aujourd'hui, je peux pas faire la promenade habituelle parce que j'ai rendez-vous. Regarde, j'ai un rendez-vous sur mon agenda. Donc ça, c'était vraiment extraordinaire pour ce monsieur-là. À l'inverse, on a eu un monsieur qui, effectivement, on lui a proposé le même agenda. Il avait même des capacités bien meilleures que le premier dont je vous parle. Et à peine on était sorti de la place, il a dit à la clinicienne, moi, c'est ma femme qui s'occupe des rendez-vous. Donc, je ne veux pas en savoir. Donc, il faut vraiment comprendre ce dont la personne a besoin et comment l'organisation, elle va gérer la technologie. Donc en fait, si je comprends bien, l'organisation, elle va, les technologies vont pas se substituer complètement, par exemple, aux aides à domicile. Tout le volet d'accompagnement humain est intégré dans votre démarche. Absolument. Et ce qu'on dit, c'est que ce qu'on veut pas, c'est une société où chacun reste chez soi, en lien avec la technologie, et puis plus personne se parle, plus personne. C'est pas comme ça que ça va fonctionner. C'est vraiment un support aussi bien pour la personne que pour les aidants. Les exemples que je vous ai montrés tout à l'heure, c'est que on s'est rendu compte que grâce, par exemple, à cet agenda-là, les personnes qui avaient des troubles cognitifs étaient moins harassants. Ça donnait du répit aux personnes parce qu'ils n'étaient pas toujours en train de poser toujours les mêmes questions. Ça sécurise aussi bien la personne que les aidants. Mais ça peut se faire que dans un monde humain, dans un monde où les gens se parlent toujours. Donc c'est juste, pour nous, c'est un support, c'est un arsenal, c'est un outil.
Merci. Donc ça nous rassure un peu aussi de voir qu'effectivement, dans la réflexion qui est menée aujourd'hui, on n'est pas dans une réflexion uniquement technocentrée en fait, mais que l'humain reste au centre quelque part de la démarche et que l'informatique, finalement, les outils numériques, les services numériques viennent accompagner et l'assister dans sa vie, mais vraiment dans un contexte où l'humain reste autour de lui et effectivement reste très présent. Donc, je me posais quand même la question si y a beaucoup d'informations et de données qui vont partir sur des serveurs et de l'information qui concerne de l'activité de tous les jours, en fait, de chaque mouvement quelque part est observé dans la vie de ces personnes. Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes d'éthique ou bien des problèmes d'avoir toutes ces informations qui partent sur des serveurs? On connaît aujourd'hui effectivement le fait que ces informations finalement sont sauvegardées très longtemps. On ne sait pas trop finalement les accès qui peuvent être faits sur ces données. Comment vous résolvez ou vous limitez quelque part les problématiques de sécurité ou de flux d'informations sur les personnes? Alors là, quand on aborde le sujet éthique, je pense qu'effectivement, il y a une grosse réflexion à faire. Donc en fait, cette réflexion, on l'amène toujours en parallèle en se disant de quelle information on a besoin, quelle information peut rester dans la maison, puis quelle information doit être analysée à l'extérieur de la maison. Il est important aussi de savoir, quand j'ai parlé d'organisation, qui a accès à quelle information. Je pense que quand une personne accueille ses proches, ses voisins ou même sa famille, elle veut pas forcément que tout le monde sache quel est son dossier médical. Et inversement, elle veut pas forcément que le médecin sache avec qui elle se retrouve le soir et si elle a bu 3 verres, etc. Bon. Et donc, en fait, déjà, c'est important pour nous que, en fait, l'information aille à la bonne personne. Ça, c'est important. Aussi que, en fait, on dévoile pas tout. On a travaillé avec des cliniciens et à chaque fois, ce qu'on leur demande, c'est de quoi vous avez besoin. On va pas vous donner toute l'information sur tout ce que la personne fait à chaque instant, comme on peut le savoir par les capteurs. Mais si vous avez besoin de savoir si son hygiène est correcte, on va vous renseigner sur l'hygiène, sur la douche. Donc ça, pour nous, c'est vraiment important qu'en fait, on réponde aux questions. Et puis d'un point de vue éthique, là, qu'on se pose la question est-ce que la question reste éthique, mais pas qu'on divulgue tout ce que la personne fait. Deuxièmement, en fait, vous parliez de sécurité. Donc, en fait, nous, on travaille beaucoup avec les hôpitaux et les hôpitaux au Québec sont très, très attentifs à ce que la sécurité, au niveau de sécurité, parce qu'ils savent qu'effectivement, ils ont des données qui sont très, très sensibles. Donc, en fait, on travaille pour que les données qui sont transférées respectent le niveau de sécurité demandé, par exemple, par les hôpitaux, et même, je vous dirais, un petit peu plus. Et d'autre part, là, quand on se pose la question, c'est quelles données sont transférées. Donc là, c'est sur des serveurs privés. On n'irait pas mettre sur les serveurs commerciaux de Google, etc. Donc, pour que ça se promène à travers les États-Unis, notre proche voisin, ou même revenir en France. Donc, en fait, c'est sur des serveurs privés du laboratoire. Ça, c'est important. Et puis ensuite, on va faire transiter que les données qui sont importantes à analyser, comme je disais, sur les serveurs, mais pas forcément toutes les données. Merci Hélène. Donc on a bien perçu quelque part que vous travaillez dans une démarche un peu ce qu'on appelle edge computing, c'est-à-dire en fait une démarche qui rapproche les traitements de la source de captage de l'information et vous évitez en gros quelque part de transférer un peu dans le mode iCloud des informations en flux continu quelque part vers des serveurs. C'est bien ça? Tout à fait. Tout à fait. Ok, donc... Et puis, quand on parle de iCloud, j'insiste que c'est pas le iCloud auquel tout le monde a accès. Oui, bien sûr. Vous êtes sur des configurations. Alors, il semblerait que vous soyez quand même assez proche des hôpitaux. Vous êtes travaillé dans une démarche quelque part très pragmatique, puisque vous n'êtes pas dans un laboratoire théorique enfermé quelque part dans une tour d'ivoire, mais vous avez des contacts très étroits avec des institutions et toutes vos démarches paraissent très en relation avec la société. Ça me paraît très intéressant comme
comme vision, quoi, ou comme façon de faire de la recherche. C'est facile? C'est pas toujours facile. D'abord, il faut faire comprendre, je pense que c'est quand c'est une recherche interdisciplinaire, là où ça devient difficile, c'est de faire comprendre à nos collègues informaticiens qui ont fait vraiment de l'informatique. Donc en fait, quand on se place, en fait, notre angle d'approche est vraiment de partir du quotidien et de dire que oui, par le quotidien, on peut avoir vraiment des grosses problématiques informatiques. J'en ai soulevé. Là, actuellement, quand on parle en interface humain-machine, on est en train de travailler sur des agents conversationnels animés, donc des avatars. Donc ça aussi, c'est des problèmes informatiques très très importantes. On est en train de travailler sur la réalité augmentée, mais parfois pour nos collègues, c'est juste de l'applicatif. Donc la recherche interdisciplinaire, je pense, de plus en plus est valorisée, mais c'est un travail de longue haleine de valoriser cette recherche-là. Merci Hélène. Donc, on a vu avec vous là un panorama assez général, finalement, plutôt sur les enjeux, plutôt sur les aspects, quelque part, quels sont les acteurs qui interviennent, les grandes technologies qui sont utilisées, le lien quelque part entre ces technologies, l'intelligence artificielle et quelque part les villes intelligentes qui intègrent en fait toutes ces personnes qui font partie de notre société. Ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse continuer cette conversation peut-être en allant un peu plus dans le détail, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous êtes d'accord, qu'on puisse prendre des cas particuliers et puis qu'on les décortique, qu'on voit de manière pratique une situation en cuisine et qu'on puisse aller voir la solution que vous proposez de manière très pragmatique. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait continuer? Écoutez, avec plaisir. En fait, moi, ce que je peux vous proposer, c'est effectivement, on a parmi je dirais les technologies qu'on a développées, il y en a 3 qui, à mon avis, peuvent bien faire image. C'est l'accompagnement de la nuit pour les personnes avec Alzheimer qui, la nuit, sont complètement désorientées, savent plus où elles sont et savent plus si on est dans le jour ou la nuit. Donc là, on a un environnement ambiant apaisant. Le deuxième, c'est l'aide à la cuisine, qui est une activité très très complexe et une activité où des problèmes de sécurité entrent en ligne de compte, puisque en fait, on peut avoir des incendies dus à cette activité-là. Donc voilà une autre proposition que je peux vous présenter grâce à Cook. Et enfin, je pense que c'est intéressant aussi que je vous présente comment en fait on peut aider les cliniciens à avoir des services très très appropriés aux personnes en prenant des informations de ce qui se passe au domicile et donc des informations objectives au moment où ils ont un peu de la difficulté à le faire parce qu'on parle de personnes Alzheimer. Bon, merci Hélène. Donc, je vois qu'on n'a pas épuisé le sujet. Donc, je vous propose de nous retrouver dans un épisode qui sera une suite quelque part de cet échange. Et donc, je vous remercie vraiment pour avoir accepté cette discussion. Et puis, je vous remercie pour préparer quelque part un échange qui va aller plus dans le détail. Et puis, je vous propose à tous de vous retrouver dans un prochain épisode qui sera une continuation de cette série. Merci et au revoir.